Des mecs super musclés en slip. Des scènes de combat épiques. De la testostérone en intraveineuse. Une ambiance mystique sur fond de mythologie grecque. Un empereur perse Imo qui se prend pour un dieu. Et évidemment une source de mèmes quasi inépuisable. This is Sparta! Eh bien sache mon gars que le film 300 de Zack Snyder, ce n'est pas juste tous ces éléments un peu clichés, comme on pourrait croire à première vue. Il y a quand même quelques éléments géopolitiques intéressants dans cette belle histoire antique. Si tu ne savais pas, c'est pas grave. Je suis là pour ça mon cyclopote. 2 vidéos en 2 mois? Non mais en plus ça s'enchaîne, c'est carrément incroyable mec. Mec, c'est incroyable. Bon allez, on prend les cartes et on y va. Géopofiction, épisode 4, générique. Alors déjà, il faut resituer un peu le contexte, et poser le curseur précisément au niveau de l'histoire de l'humanité, parce que ça ne date pas d'hier cette affaire. Grèce antique, on est tous d'accord là-dessus, pas trop de doutes. Par contre, la période qui se rapporte à ça, c'est pas hyper précis, et clairement pas vraiment défini. Bon, pour le coup, on a un repère et c'est le sujet central du film, du coup ça tombe bien. C'est la bataille des Thermopyles, 480 avant Jésus-Christ. Donc je vais essayer d'expliquer un peu ce qui se passe en Grèce à l'époque, parce que c'est pas hyper simple pour le coup. En 480 avant notre ère, la Grèce est divisée et s'organise en cités-états, aussi appelées polices. Je parle de ça, hein. Pas d'eux là. Chaque cité est indépendante, mais le système politique de chaque cité est calqué sur le système athénien. Pour André Aymar, historien français et spécialiste de l'Antiquité grecque, je cite « La cité grecque est une communauté de citoyens entièrement indépendante, souveraine sur les citoyens qui la composent, cimentée par des cultes et régie par des lois. » À l'époque où se situe le film, l'époque classique de la Grèce antique, les polices sont organisées autour de l'agora, qui est un lieu réunissant le peuple de la cité, pour débattre des décisions politiques, sociales et mercantiles. Je parle pas du city-state d'à côté. Le système politique est considéré comme l'une des premières démocraties. Le terme démocratia, en grec ancien, est une contraction de 2 mots, démos, qui signifie le peuple, et kratos, le pouvoir, la puissance. Cette première démocratie avait pour but de faire participer les citoyens de la cité sans distinction de statut social, mais elle restait imparfaite puisqu'elle excluait bon nombre de personnes, les métèques, c'est-à-dire les étrangers, les esclaves, les femmes qui n'étaient pas considérées comme des citoyens à part entière. On le voit très bien dans le film quand on voit le traitement qui est réservé à la femme de Léonidas, qui est quand même la reine de Sparte, lorsqu'elle veut intervenir dans la politique de la ville. À l'époque, les femmes étaient vraiment mal considérées, c'était les enfants et... À la cuisine! Nos démocraties modernes sont souvent considérées comme des descendants de la démocratie athénienne, même si dans les faits elles sont plus proches de la Magna Carta britannique. Et donc les cités-états les plus importantes de l'époque étaient Athènes, Thèbes et Sparte, la ville qui nous intéresse bien sûr. La particularité de Sparte réside dans l'éducation des jeunes garçons destinés à devenir des guerriers impitoyables. Et c'est par cela que débute le film. Voilà comment ça se passe dans les grandes lignes. À la naissance, le nourrisson est examiné, et s'il est mal formé, il est jeté dans une fosse commune appelée Gouffre des Apothètes. Ensuite, entre ses 7 et 20 ans, le garçon spartiate est emmené loin de ses parents pour suivre un entraînement d'une violence extrême. Il vit à la dure. Le crâne rasé, il ne reçoit qu'un manteau par an et marche pieds nus, il dort sur une paillasse de roseaux qu'il a fabriquée lui-même. Divers concours, comme des combats rituels et des flagellations, visent à mettre en avant les plus rigoureux et les plus endurants à la douleur. Tu m'étonnes qu'ils soient considérés comme les meilleurs guerriers de l'époque, le service militaire, à côté c'est une colonie de vacances le truc. C'est comme ça qu'a introduit le premier personnage historique et le héros du film, Léonidas Ier. Autre particularité de Sparte présente dans le film, la présence des Éphores et de l'oracle de Delphes. Donc les Éphores, c'est un groupe de 5 magistrats spartiates, considérés comme les réels décideurs de la cité, leur position les plaçant parfois même au-dessus des rois. Léonidas va venir consulter les Éphores pour avoir leur accord de rentrer en guerre contre les Perses, pour donner suite à l'arrivée d'un émissaire en ville. Le truc c'est que, dans le film, les Éphores sont représentés comme des êtres immondes sans âge, qui se rapprochent plus de monstres que de simples hommes. Ils vont ensuite consulter eux-mêmes l'oracle au travers de la Pythie. La Pythie est une femme vierge issue de la ville qui est choisie pour sa beauté, et c'est cette même beauté qui va devenir sa malédiction. Comme c'est expliqué dans le film, image à l'appui. Voilà, c'est bien dégueulasse. Suite à la consultation de l'oracle, les Éphores vont donc interdire à Léonidas de combattre, puisque c'est la Carneia, fête de nos jours célébrant le début de l'été et honorant le dieu Apollon. Le roi ne les écoutera pas et partira au front avec ses 300 soldats, affronter l'immense armée de l'Empire perse.
Le film met bien en scène deux forces opposées donc, les 300 Spartiates de Léonidas dont j'ai parlé dans la première partie, et l'immense armée perse menée par le fameux roi Xerxès Ier. En 490 avant Jésus-Christ, l'Empire perse, aussi appelé Empire Achéménide, dispose d'un immense territoire qui s'étend de l'Inde à la Macédoine d'est en ouest, et de l'Arménie à la Libye du nord au sud. Il se construit à partir de son émancipation vis-à-vis des Mèdes, grâce à la victoire de Cyrus II sur Astiage. C'est le point de départ de nombreuses conquêtes que vont mener les Perses entre Asie et Europe en s'accaparant la Médie, la Babylonie, la Lydie et l'Égypte, atteignant les portes de l'Europe en attaquant la Grèce. Et donc la première bataille importante de ce conflit entre Perses et Grecs, c'est celle de Marathon en 490 avant Jésus-Christ, qui est un tournant de la première guerre médique. Comme son nom l'indique, elle se déroule sur la plage de Marathon, sur la côte est de l'Attique, à proximité d'Athènes. Cette bataille donne suite à des révoltes contre l'Empire perse dans l'Ionie, soutenues par les cités grecques, et donc Darius Ier va décider de punir les Grecs en s'en prenant à Athènes. Mais cette bataille va être remportée par les Athéniens, obligeant les Perses à faire machine arrière. Fun fact à propos de cette bataille, c'est bien de là que vient le nom de la discipline olympique, le marathon, inventé en 1896 lors des JO d'Athènes par l'académicien Michel Bréal. Marathon restera ancré dans l'esprit des Perses, puisque 10 ans plus tard, le fils de Darius donc, Xerxès Ier, reviendra en Grèce. Donc c'est bien là le point de départ du film, où l'on voit un messager perse demander à Léonidas de se soumettre au roi des rois. Dans le film, il est incarné par Rodrigo Santoro, et présenté comme un demi-dieu. On le voit représenté très grand, chauve, imberbe et couvert de bijoux de toutes sortes. Cette image est vraisemblablement plutôt éloignée de la véritable apparence de l'empereur perse à l'époque. Et justement, cette différence de représentation fait partie des nombreuses libertés qu'a pris Zack Snyder en réalisant son film. Déjà sur la partie historique, certains choix scénaristiques qui ont été pris au profit du film détournent certains faits réels. Quelques exemples à la volée. Donc déjà l'âge de Léonidas, dans le film on voit qu'il a à peu près la trentaine, il est au sommet de sa force, alors que historiquement, il avait plutôt 60 ans au moment de la bataille des Thermopyles. Autre exemple, le messager. En réalité c'est Léonidas qui a envoyé des diplomates négocier avec Xerxès, qui lui a refusé de négocier. Le fait que ce soit Léonidas qui refuse et non pas Xerxès change le rapport de force entre Perses et Grecs. Un autre fait qui se passe dans la suite, donc dans 300, la naissance d'un empire, donc c'est la mort de Darius Ier, où on le voit mourir d'une flèche tirée par Thémistocle, qui est le stratège à la tête de la flotte athénienne. Mais historiquement, Darius ne serait pas décédé ici, mais bien en Égypte lors d'une insurrection. Donc ce sont quelques exemples qui font que techniquement, 300 n'est pas un film classé comme historique selon IMDb. Il ne fait que s'inspirer d'une période de l'histoire et de faits historiques forts. Le scénario se base tout de même initialement sur le roman graphique 300 de Frank Miller et Lynn Varley, livrant une vision fantastique de ces événements. Et puis si je trouve que certains choix scénaristiques sont plutôt acceptables et vont dans le sens du film, présentant un Léonidas puissant et valeureux, pour ce qui est de la représentation des Perses de manière générale, c'est quand même très limite. Le film, qui a bien été diffusé en Iran à sa sortie en 2006, a suscité de nombreuses critiques du gouvernement iranien à l'époque. Dans un contexte géopolitique déjà tendu entre les USA de George W. Bush et l'Iran de Mahmoud Ahmadinejad, les USA accusant l'Iran de vouloir acquérir l'arme nucléaire notamment, le gouvernement et la presse iranienne perçoivent le film comme de la propagande pro-occidentale visant à discréditer leur nation. Le quotidien Ayandeno écrit dans ses pages que le film dépeint les Iraniens comme des démons sans culture, sans sentiments et sans humanité, qui ne pensent à rien d'autre qu'à attaquer les autres nations et à tuer. Alors, vous allez me dire, c'est un peu fort, c'est un peu abusé. Ça fait beaucoup là, non? Franchement, ils ont raison. Cette période, elle est quand même considérée comme l'âge d'or de l'Iran, et regardez comment ils ont représenté les Perses dans le film. Sans déconner, c'est quoi ce délire? Non mais regardez-moi ces tronches. C'est pas la Perse, ça, c'est le monde de Narnia. Bref. En ce qui concerne la bataille des Thermopyles, qui reste le sujet central du film quand même, pour pallier leur infériorité en nombre, les 7000 Grecs qui font face, selon les estimations modernes, à entre 70 000 et 300 000 soldats perses, vont ruser. La bataille se déroulant sous les côtes du golfe Maliaque, les hoplites, c'est-à-dire les soldats grecs de l'époque, vont mener les troupes perses sur un chemin étroit, réduisant considérablement leur avantage en nombre, et ainsi les affronter plus facilement. Ce sont ces scènes de combat impressionnantes, que l'on voit ici, qui ont rendu le film aussi populaire. La représentation des corps en mouvement chère à Zack Snyder sublime la chorégraphie des combats à l'épée. Les Grecs tiendront 2 jours, jusqu'à ce que l'un des leurs, Éphialtès, ne les trahisse en révélant à Xerxès l'existence du chemin de l'Anopée permettant aux Perses de les prendre à revers.
Franchement, cette trahison, elle est terrible, et encore dans le film, je trouve ça encore pire. Non mais sérieux, Ephialtes, on dirait le Gollum du pauvre. Léonidas, ok, il lui refuse un rôle de soldat, mais bon, il l'accepte quand même dans les troupes. Enfin, quand même grand prince, tu vois, le gars. Mais non, l'autre caramel avec sa tête de clafoutis, là, il préfère vendre son âme au diable pour 2 pièces d'or, une paire de fesses, là, et un uniforme de majorette. Bon, résultat, la majeure partie de l'armée fuit, seuls les 300 Spartiates partis en éclaireur et les hommes de Démophilos restent pour gagner du temps et sont massacrés. Léonidas blessera alors Xerxès, avant de périr sous une pluie de flèches perses. C'est la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir suivi, désolé pour le retard, j'ai pris un mois de plus que prévu. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit pouce dans les airs, à mettre un commentaire, à partager. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous un prochain 27, j'espère le 27 avril, ou alors ça sera le 27 mai. En tout cas, d'ici là, prenez soin de vous, et à la prochaine, bye.